sujet de la matinée. C'est un sujet très rassembleur. Au-delà de nos préoccupations du moment, les changements climatiques, c'est vraiment le sujet de l'heure. On peut penser à la marche pour le climat qui a eu lieu en septembre 2019. Ça a rallié plus d'un demi-million de Montréalais. Donc, c'est vraiment en comprenant le passé, en agissant consciemment pour l'environnement que nous pourrons faire face à demain. Et le présentateur d'aujourd'hui, M. Éric Richard, est tout à fait désigné et motivé à vous présenter le sujet de la matinée, comment assurer l'intégrité écologique et la résilience des écosystèmes naturels du Mont-Royal face au changement climatique. Éric Richard est conseiller scientifique aux Amis de la montagne, détenteur de maîtrise en sciences de l'environnement et passionné d'écologie forestière et d'éducation à l'environnement. Éric Richard fait partie des Amis de la montagne depuis 1992. Donc, Éric, on est vraiment chanceux de t'avoir avec nous ce matin et je te cède la parole. Merci beaucoup, Victoria. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour faire une petite présentation d'une trentaine de minutes, ce qui nous donnera après amplement de temps pour échanger ensemble. Donc, je vous invite à écrire vos questions, comme Victoria l'a mentionné, soit dans le chat ou à la fin, on pourra prendre les questions aussi de l'auditoire. Donc, dans ma présentation, je vais d'abord prendre le temps de bien définir qu'est-ce que c'est la résilience. Ensuite, on fera un petit survol rapide de l'histoire de la forêt du Mont-Royal et on va tenter de mieux la connaître et d'identifier un peu les enjeux qui affectent sa biodiversité et voir comment on pourrait contribuer à soutenir et augmenter sa résilience. Et on esquissera un peu, ou on évoquera un peu l'avenir de la forêt du Mont-Royal. Donc, on va plonger tout de suite avec un terme qu'on entend beaucoup, mais peut-être qu'on ne prend pas le temps souvent de s'attarder à sa définition. La résilience des milieux naturels, c'est simplement la capacité d'un milieu à supporter les pressions extérieures, les stress, les perturbations qui vont affecter son état d'origine et la capacité de revenir à cet état-là. Concrètement, qu'est-ce qui va faire qu'un écosystème forestier, par exemple, va perdre de la résilience? Ben, c'est lorsque le climat va changer, c'est lorsque, par exemple, des phénomènes météorologiques vont l'affecter de façon importante. On peut penser à un feu, des tempêtes violentes, des vents. On n'a pas d'ouragan ici, mais c'est des phénomènes qui vont vraiment transformer les milieux naturels de façon importante. Aussi, la disparition d'espèces, que ce soit végétales ou animales, va affecter l'équilibre d'un milieu naturel et peut en affecter aussi sa résilience. L'introduction de nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes dans le milieu va aussi affecter cette résilience-là. Et bien sûr, les activités humaines, qu'elles soient à distance ou même dans le milieu même, ben, ont un impact sur la capacité de ce milieu-là à constituer son équilibre. Puis les épidémies, les maladies. Donc, on va évoquer un petit peu tous ces stress-là au cours de notre présentation, puisqu'on va faire l'histoire de la forêt du Mont-Royal, puis on va voir qu'il s'est passé beaucoup de choses qui ont affecté l'état de ces milieux-là. D'abord, juste situer la forêt du Mont-Royal par rapport à l'ensemble de l'agglomération montréalaise. Sur l'île de Montréal, il reste à peu près 10% du territoire qui est constitué de milieux naturels. On les voit présentés ici sur cette carte. Et le Mont-Royal se trouve vraiment en plein centre. Je vais essayer de prendre un pointeur. Je ne sais pas si ça va marcher. Ici, donc le Mont-Royal se trouve ici. Et il représente environ 8% du total de tous les milieux naturels qu'on trouve sur la montagne, qu'on trouve sur l'île de Montréal. Bon. Alors, comment on peut faire, donc ce milieu-là est encore très important, il est encore très riche en biodiversité, mais c'est surtout un milieu qui est très cher au cœur de milliers de Montréalais qui le visitent régulièrement.
Mais pour combien de temps encore on va pouvoir profiter de la forêt du Mont-Royal? On pourrait se poser la question, est-ce que les changements climatiques vont la modifier de façon profonde? Est-ce qu'elle va conserver ses qualités actuelles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à sa résilience? C'est un petit peu ça qu'on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Alors, on plonge tout de suite dans l'histoire de la montagne. Pour remonter dans le temps, il y a environ 10 000 ans, le climat ici était beaucoup plus froid. On se trouvait à la fin de la dernière glaciation et la vallée du Saint-Laurent est occupée par la mer de Champlain. Le Mont-Royal, à ce moment-là, commence à émerger de cette mer-là et tranquillement, la végétation va coloniser le territoire de la montagne. Au fur et à mesure que le climat se réchauffe et aussi que le niveau de la mer baisse. À partir de travaux de paléoécologie qui ont été menés par un chercheur de l'Université de Montréal, Pierre Richard, en 2012 et 2013, au lac aux Castors, on a pu reconstituer un peu l'histoire de la forêt du Mont-Royal à partir de l'analyse des pollens qu'on retrouve dans les sédiments, dans les différentes couches de sédiments dans le sol. C'est ainsi qu'on peut savoir qu'il y a à peu près 8000 ans, on retrouvait sur le Mont-Royal une forêt boréale mixte composée principalement de mélèzes, d'épinettes, de bouleaux, par exemple. Donc, très différent de la forêt actuelle qu'on a. Avec le réchauffement du climat, les écosystèmes actuels finissent par s'installer sur le territoire. Donc, on peut dire que la forêt actuelle qu'on a sur la montagne, elle a à peu près 5000 ans. Depuis 5000 ans, on va retrouver le chêne rouge en abondance sur les sommets du Mont-Royal. On va retrouver aussi l'érable à sucre qui va être une espèce importante dans la forêt. Et au fil des siècles qui passent, le sol de la montagne s'est enrichi et la forêt a réussi à atteindre un certain équilibre, les perturbations naturelles y étant pas très importantes. Il y a environ 1000 ans, les Iroquoiens du Saint-Laurent vont s'installer sur l'île de Montréal et ils vivent de façon sédentaire. Ils vont favoriser la dispersion de certaines espèces dont ils se nourrissent. Ils vont aussi créer des clairières et influencer la composition de la forêt. Leur impact est quand même relativement faible car la densité de population n'est pas très grande et on va retrouver autour de leur village des nouveaux habitats et même de nouvelles espèces qui vont être introduites dans les écosystèmes. J'ai mis par exemple ici le podophile pelleté, qui est une espèce qui a probablement été introduite sur le Mont-Royal par les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui l'utilisaient pour ses propriétés médicinales. Il témoignerait de l'occupation du territoire par l'homme, se retrouvant en colonie près des sites de campement où ses fruits ont probablement été jetés et ont pris racine. C'est encore une espèce qui est assez rare au Québec, puis on en retrouve à quelques endroits sur le Mont-Royal. Au 17e et 18e siècle, avec le développement de la ville de Ville-Marie, puis l'arrivée des Européens, on va commencer à exploiter de plus en plus les ressources de la forêt du Mont-Royal. On va y pratiquer la chasse, il va y avoir de la cueillette de matières premières de façon importante. On va aussi défricher les pourtours du Mont-Royal pour y pratiquer l'agriculture. Et donc, la forêt devient un petit peu plus isolée des autres forêts du territoire. Et ça va être quand même assez rapide parce que dès le 18e siècle, on va constater, par exemple, qu'il y a des espèces qui commencent à devenir de plus en plus rares et même disparaître de la région. Des botanistes mentionnent que, par exemple, le ginseng à 5 folioles était pratiquement disparu de la région de Montréal au début du 18e siècle. Au 19e siècle, la montagne devient graduellement un lieu de villégiature où se construisent de grandes propriétés, loin de la pollution et des usines qui sont en bordure du fleuve. Les institutions commencent à s'installer aussi sur la montagne. Les cimetières, les hôpitaux vont commencer à se développer sur les pourtours et au centre de la montagne, réduisant la superficie des boisés. Et c'est à la fin du 19e siècle qu'on va prendre conscience que la forêt du Mont-Royal pourrait disparaître. Il va y avoir une coupe importante sur le flanc sud qui va monopoliser l'opinion publique et qui va amener finalement à la ville de Montréal à protéger le territoire en créant le parc du Mont-Royal en 1876. Donc,
on a commencé déjà à se préoccuper un peu de la conservation de la forêt dès cette époque-là. Et la création du parc va en protéger une bonne partie, ce qui n'empêchera pas cette forêt-là de subir quand même des perturbations et des stress importants dans la première moitié du 20e siècle. Ici, on a des photos aériennes où on a mis en évidence l'occupation au sol des boisés, donc les endroits où on retrouve une végétation naturelle avec 3 strates de végétation, une végétation au niveau du sol, une végétation arbustive et des arbres, donc vraiment un couvert forestier. Et on constate qu'entre 1931, par exemple, et 1964, on va perdre beaucoup de forêts sur la montagne. Par contre, dans la deuxième moitié du 20e siècle, donc de 1964 à 2002, bien, on voit que la forêt regagne du territoire. Donc, ce qui nous montre que la forêt du Mont-Royal a été quand même capable de faire preuve de résilience, de recoloniser des milieux qui avaient été affectés par des coupes. Et bien sûr, bien, il y a quand même eu aussi des actions de soutien pour permettre cette résilience de la forêt. On va y revenir plus en détail. Alors, c'est le moment du petit quiz. Lequel des éléments suivants ont affecté ou affectent encore la forêt du Mont-Royal depuis les années 90? Il y a plus d'une bonne réponse à cocher pour ce petit quiz. Est-ce que tout le monde voit la question apparaître à l'écran? Oui. Donc, vous pouvez mettre soit le verglas, l'épidémie de la tordeuse des bourgeons d'épinette, la grille du frêne, la multiplication des espèces exotiques envahissantes, les inondations printanières, la compaction et l'érosion des sols par les usages récréatifs. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. En plus grande proportion, vous avez inscrit la grille du frêne comme étant un élément qui affecte encore le Mont-Royal, avec l'érosion et la compaction des sols et le verglas qui ferait encore voir ses effets aujourd'hui. Donc, je vais laisser Eric vous donner plus de détails sur ces éléments. Merci de vos réponses. C'est à toi, Eric. Alors, on va prendre le temps justement d'évoquer quelques-uns de ces éléments-là, de voir comment ils ont affecté l'intégrité écologique de la forêt du Mont-Royal et sa résilience. Un des événements importants durant le 20e siècle qui a affecté la forêt du Mont-Royal, c'est sûrement les coupes de moralité, des coupes qui ont été menées à la fin des années 50 sur le territoire du Mont-Royal et qui ont dégarni de façon importante les sous-bois du parc. Sur les photos, vous pouvez voir, on voit une vue d'un sous-bois de la montagne, on voit qu'il reste simplement des grands arbres. On avait décidé de nettoyer les sous-bois pour permettre finalement de pouvoir mieux surveiller les activités qui se passaient dans les boisés du Mont-Royal. Ce déboisement-là important a entraîné des problèmes d'érosion dus aux fortes pentes qu'on retrouve sur la montagne. Et la Ville de Montréal a rapidement dû réagir en reboisant le territoire, ce qui fait qu'au début des années 60, on a planté plus de 60 000 arbres dans le parc du Mont-Royal pour finalement contrer les effets négatifs que les coupes de moralité avaient entraînés. Et on a introduit à ce moment-là, entre autres, plusieurs nouvelles espèces, dont l'épinette blanche et l'érable de Norvège, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les boisés du parc. Un autre événement qui a aussi affecté la résilience de la forêt du Mont-Royal et son intégrité, c'est la tempête de verglas de janvier 98, qui a frappé très durement sur la forêt des milliers d'arbres qui ont été endommagés de façon assez importante. Suite à cette tempête-là, on a dû abattre près de 4 500 arbres dans le parc du Mont-Royal et en élaguer près de 30 000. Et ça a créé de nombreuses ouvertures dans la canopée de la forêt du Mont-Royal. Donc, la lumière se rendant au sol, ça a favorisé l'émergence d'une nouvelle végétation. On note entre autres que plusieurs espèces envahissantes
ont connu de l'expansion dans le parc suite à la tempête de verglas. On peut penser au nerf cathartique. Et il y a aussi des espèces indigènes qui en ont tiré profit, comme les frênes, qui sont devenus plus abondants suite à la tempête de verglas. Bien sûr, dans les années 90, il y a un mouvement de prise de conscience qu'on doit agir pour conserver la biodiversité du Mont-Royal, et la communauté, à l'invitation des Amis de la montagne, va se mobiliser dans diverses actions environnementales, des actions d'intendance. La première, c'est la Corvée du Mont-Royal qui va être lancée en 1990, et depuis, à chaque printemps, des centaines de Montréalais viennent nettoyer les déchets qui se sont accumulés dans les sous-bois, prendre part à des plantations d'arbres, participer à des opérations de maîtrise des espèces envahissantes. On va y revenir tout à l'heure sur ces actions-là. C'est dans ce contexte que la Ville de Montréal va lancer toute une série d'études pour mieux connaître l'état des milieux naturels de la montagne, suite finalement à la création du site patrimonial du Mont-Royal par le gouvernement du Québec en 2005. Le site patrimonial, c'est un territoire de 750 hectares qui bénéficie maintenant d'un statut de protection au niveau national. Les milieux naturels du site occupent 34 du territoire, mais leur résilience est intimement liée aux espaces verts qui se retrouvent aussi dans le site patrimonial. Les espaces verts vont occuper une superficie de 36 si on regroupe les pelouses et les parterres arborés. Et sur la photo aérienne, là, on le voit bien, tout le centre du territoire du site patrimonial, c'est un mélange de pelouses, de zones avec des arbres matures, de petits boisés. Et ces espaces verts-là contribuent aussi à la connectivité des différents boisés de la montagne. Donc, sont vraiment importants pour aider à la résilience des milieux naturels. Avec les études, on a constaté qu'il y avait encore quand même une biodiversité surprenante sur la montagne, mais qu'elle était fragile, notamment au niveau de la faune, où on a plusieurs espèces où les populations sont très petites. Et certaines espèces même sont dans des situations là, assez précaires. Si on pense par exemple aux salamandres et aux reptiles qu'on retrouve sur le Mont-Royal. Toutes ces études-là nous ont permis là, de pouvoir avoir un portrait de l'état de la montagne. Il y a une partie de ces études-là qui ont été menées tout de suite après l'adoption du statut de site patrimonial. Il y en a d'autres qui ont été menées une dizaine d'années plus tard. Et là, on est dans une troisième vague d'études, puisque la Ville de Montréal a lancé une étude de caractérisation du cadre naturel qui est en cours et qui devrait se terminer en 2021, qui nous donnera vraiment un portrait plus précis là, de l'état du territoire. Par contre, il y a aussi, je voulais souligner que les Amis de la montagne ont, entre autres, invité la population à prendre part à toute une série de projets de sciences citoyennes qui viennent aussi documenter l'état des milieux naturels de la montagne. On peut penser à Feeder Watch, qui permet de connaître l'évolution des populations d'oiseaux qui fréquentent les mangeoires du parc. Mission Monarque, qui suit un peu l'évolution des populations de monarques. Ça peut être aussi un indicateur de l'état de ces milieux naturels-là. Il y a aussi différents projets de recherche qui ont été menés par des étudiants des universités autour de la montagne et dans lesquels les Amis de la montagne ont collaboré, entre autres sur le nerf cathartique et sur l'impact de la grêle du frêne. À partir de ces connaissances-là, on a pu, par exemple, prendre conscience que la forêt du Mont-Royal, c'est une mosaïque forestière de plusieurs milieux très différents. On le voit sur la carte de droite, là, avec les différentes communautés végétales qu'on retrouve sur le territoire. On va y retrouver des friches, on va y retrouver des chênaies qui forment 28 des forêts du territoire, des érablières, 31 mais on a aussi beaucoup de forêts qui ont subi des perturbations et qui occupent à peu près 35 là, du territoire forestier. Et les études nous ont aussi révélé qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de milieux humides sur la montagne. On retrouve principalement un marécage important et il forme seulement 1 des écosystèmes naturels de la montagne. Donc, devant ces constats-là,
la Ville de Montréal a produit un plan de conservation qui a été adopté par la Ville en 2009 et qui couvre 423 hectares du site patrimonial, soit 56 de la superficie totale. De ce territoire-là, il y a 29 qui sont des endroits où la biodiversité est très élevée, donc où on a une bonne intégrité écologique. C'est ce qui est en vert foncé sur le plan, c'est nos noyaux primaires. Par contre, on a 17 de nos milieux naturels qui, eux, ont besoin de soutien pour se conserver à long terme. Puis, si on veut y conserver la biodiversité, c'est ce qui est en vert un peu plus pâle. On a aussi, dans ce projet-là, cherché à identifier comment on pourrait améliorer la connectivité entre les différents noyaux de biodiversité. Donc, on a identifié des corridors écologiques où on devrait essayer de porter attention à la végétation pour favoriser la connectivité entre les sommets. C'est ce qui est en bleu. Et finalement, la plaine horticole, dont je mentionnais tout à l'heure le rôle important là, pour assurer la résilience des milieux naturels. Comme bien d'autres milieux naturels en milieu urbain, la forêt du Mont-Royal a besoin d'interventions pour soutenir sa biodiversité puis développer sa résilience. Les noyaux de biodiversité, ils sont petits. Il faut intervenir sur plusieurs enjeux. Et par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir ces réflexions-là. Dans les grandes villes canadiennes et nord-américaines, on a les mêmes réflexions. Et de nombreuses études, entre autres aux États-Unis, qui ont été menées dans les dernières années, qui pourraient nous inspirer dans nos actions. J'ai mis ici l'étude qui a été faite en 2018 par la Ville de New York sur la gestion de ces milieux forestiers, ou celle du Grand Seattle, qui, depuis le début des années 2000, mène toute une série d'actions pour soutenir la résilience de leurs milieux forestiers. Ce qui ressort de ces projets-là, c'est l'importance d'avoir un plan de conservation qui est précis, qui est facile à comprendre, qui permet de rassembler les intervenants et la communauté pour obtenir des résultats rapidement. Et je voulais donner l'exemple de celui de la Ville de New York parce que je le trouve très intéressant, puis il est assez simple. Vous avez un schéma à gauche où on peut voir à la verticale le niveau d'intégrité des boisés et à l'horizontale le niveau de perturbation de ces milieux naturels-là. Donc, ils ont classifié leurs milieux naturels en 4 grandes catégories. Les milieux où on a une grande intégrité écologique et peu de perturbations, c'est une première catégorie. Là, on n'a pas beaucoup d'interventions à faire pour conserver ces milieux-là. À l'autre extrême, on a des milieux où l'intégrité écologique est très faible et où les perturbations sont importantes. Donc, c'est par exemple un milieu où on va se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces indigènes qui forment la canopée, les arbres matures qui occupent le territoire. Puis en même temps, on a une grande présence, par exemple, de plantes envahissantes où on constate que le sol est très dégradé par les activités humaines. Dans ces milieux-là, ça va demander beaucoup d'efforts pour permettre à un milieu naturel de se rétablir. Et à l'autre extrême, dans un milieu où la biodiversité est encore très présente, où on a beaucoup d'espèces indigènes puis il n'y a pas beaucoup de perturbations, bien là, le milieu il devrait se conserver assez facilement. Et dans l'étude de la Ville de New York, ils ont même chiffré un peu qu'est-ce que ça coûterait à la communauté pour être capable d'assurer la résilience de ces milieux-là. Et par exemple, dans un milieu qui est très perturbé, bien, ça peut coûter jusqu'à 17 000 américains par hectare pour arriver à restaurer le milieu. Dans leur plan aussi, ils vont identifier que dans les 4 grandes catégories qu'ils ont identifiées de milieux naturels, mais dans les milieux où les perturbations ne sont pas trop fortes, on peut, par des petites interventions, soutenir la biodiversité. Et ces interventions-là peuvent être menées par des bénévoles et par la communauté. Et c'est ce qu'ils ont priorisé là, dans leurs actions. Et ils ont juste chiffré, par exemple, que la contribution de la communauté pouvait représenter facilement là, plus de 400 heures par hectare dans un milieu où les perturbations sont légères pour arriver à contrer les effets là, des perturbations. Au niveau du Mont-Royal, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'adoption du plan de conservation en 2009? Bien, il y a toute une série d'actions qui ont été menées par la Ville lors de chantiers qu'ils ont
menés sur le territoire du parc du Mont-Royal ou du parc Joe-Diagé. Donc, à chaque fois, par exemple, qu'on revenait faire des sentiers, restaurer un équipement, on en profitait en même temps pour intervenir dans les boisés en faisant le contrôle des plantes envahissantes puis en venant bonifier la régénération par des plantations. Il y a aussi d'autres propriétaires de la montagne qui ont mené des interventions sur leur territoire pour soutenir la biodiversité. À l'Université de Montréal, il y a toute une série de plantations, d'actions qui ont été menées aussi avec des bénévoles. La ville de Westmount a renaturalisé une partie du parc Summit. Donc, il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été entreprises pour soutenir la biodiversité. Et les Amis de la montagne, ben, eux, via leur programme d'intendance, ont aussi déployé la communauté dans vraiment une diversité d'actions, que ce soit donc en maintenant l'envahissement des espèces exotiques, par exemple avec le contrôle du nerf brun ou du don de venin de Russie, par la fermeture de sentiers, par la renaturalisation, par des projets aussi pour soutenir la faune. J'ai mis ici, par exemple, l'installation de nichoirs à merle bleu et aussi avec du monitoring sur le terrain par la patrouille de conservation des Amis de la montagne qui va ainsi démanteler, par exemple, des sites de feu, des campements et des installations, ce qui va aider aussi à soutenir la régénération du milieu. Merci, Éric. En lien avec la présentation sur les noyaux à consolider, les corridors écologiques et les actions de renaturalisation, je vais vous partager la prochaine question. Quiz. Donc, selon vous, combien d'arbres et arbustes ont été plantés par la communauté sur le Mont-Royal avec les Amis de la montagne depuis les années 90? Est-ce que les chiffres sont plutôt de l'ordre de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 ou 100 000 arbres plantés? Donc, à vous de deviner. Il y a beaucoup de monde là, qui penche vers le 30 000. On est à près de 46% des gens qui ont voté pour le 30 000. Donc, je vais mettre fin au sondage. Éric, est-ce que les gens ont la bonne réponse? Oui, vous aviez la bonne réponse. En fait, depuis 1994, les Amis de la montagne, avec l'aide de la communauté, ont planté plus de 32 000 arbres et arbustes dans les parcs et sur certaines propriétés de la montagne. Donc, un effort quand même important de renaturalisation. Je voulais terminer en parlant de la lutte à la grille du frêne, qui est vraiment l'enjeu qui monopolise beaucoup nos énergies en ce moment, que ce soit celle de la Ville de Montréal ou des Amis de la montagne, puisque depuis 2017, on a intensifié les interventions pour essayer d'atténuer l'impact de la grille du frêne sur le Mont-Royal. La grille du frêne amène rapidement un dépérissement des frênes. On en a inventorié plus de 10 000 en 2017. Il y a une partie de ces frênes-là qui ont été traités au triazine, un produit qui les protège de façon relativement efficace contre la grille. Malgré les traitements, on a dû en abattre plus de 7 000 depuis 2017. Donc, il en reste à peu près 3 000 aujourd'hui. Et il y a une dernière série d'abattages qui va se faire au cours des prochains mois. Donc, c'est un enjeu qui risque d'affecter grandement la résilience de la forêt du Mont-Royal et ça va demander d'y porter attention par des actions de renaturalisation puis de suivi pour pas que les plantes envahissantes profitent de la grille du frêne pour envahir les sous-bois. Merci, Éric. Donc, parlons changement climatique. Selon vous, quels effets des changements climatiques sur le Mont-Royal risquent d'affecter la résilience de la forêt? Est-ce qu'on peut penser à une hausse des températures, des pluies plus nombreuses, des tempêtes destructrices plus nombreuses, des sécheresses plus nombreuses
des vagues de chaleur plus nombreuses ou bien des hivers plus froids et des étés plus frais? À vous de voter. Donc, il y a une forte proportion qui tend vers une hausse des températures, les sécheresses plus nombreuses et les vagues de chaleur plus nombreuses. Mais on voit que l'ensemble des critères ont été sélectionnés. Je vais mettre fin au sondage. Vous les partagez. Éric, est-ce qu'il y aurait eu une question piège dans tes questions? À toi de discuter des résultats. Oui, toutes les réponses sont bonnes. Finalement, selon les modèles de prévision climatique, on s'attend que la plupart de ces phénomènes-là vont nous affecter ici dans la région de Montréal. Donc, on va avoir des épisodes de vagues de chaleur plus fréquents. On s'attend à des épisodes climatiques plus intenses, des orages plus violents en été, des tempêtes hivernales qui risquent aussi d'être plus d'affecter davantage nos milieux naturels, les crues. Donc, oui, ces actions-là risquent de compromettre un peu tous les efforts qu'on a faits depuis les dernières années. Mais en même temps, la montagne fait partie des solutions pour atténuer les impacts des changements climatiques sur la qualité de vie des Montréalais, puisque la présence de milieux naturels va aider justement, par exemple, à réduire l'impact des vagues de chaleur, va aider à contrôler les crues. Donc, il y a toute une série de services écologiques qui sont rendus par les milieux naturels qui vont nous aider à atténuer l'impact des changements climatiques. Donc, ça demande si on veut vraiment réussir à assurer l'avenir de la forêt du Mont-Royal, il faut agir sur la montagne, mais il faut agir aussi partout dans la ville en essayant de favoriser la présence de biodiversité au cœur même de la ville. Pour le Mont-Royal lui-même, ben, ça veut dire qu'il faut quand même, il ne faut pas lâcher, il faut poursuivre nos actions de maîtrise des espèces envahissantes. Il faut aussi poursuivre les actions de renaturalisation pour soutenir la régénération de la forêt. Donc, continuer de planter des arbres, des arbustes, poursuivre la recherche pour connaître les meilleures pratiques pour gérer la forêt urbaine face au changement climatique et connaître aussi, par exemple, quelles espèces vont avoir le plus de chances de survivre face aux changements qu'on nous prévoit. Des actions sur tout le territoire, la sensibilisation et l'encadrement des usagers pour assurer une utilisation du Mont-Royal respectueuse de sa biodiversité. Donc, des grands défis qui nous attendent. Je vais terminer là et on va pouvoir passer aux questions du public. Merci beaucoup, Éric, pour ce retour dans le passé et des pistes de solutions qui nous laissent présager d'un futur chargé en action, des défis, mais auxquels on a hâte de faire face. Pour tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, un énorme merci d'avoir été là. On a hâte d'entendre vos questions. On a aussi hâte de vous inviter à la prochaine séance. Donc, je vais simplement vous dire que le prochain sujet portera sur les plantations sur le Mont-Royal. Donc, on va plonger un petit peu plus précisément dans ce qu'Éric a commencé à présenter aujourd'hui. Donc, c'est le samedi 27 novembre à 10 h. Et vous allez découvrir la logique derrière les plantations dans le parc du Mont-Royal. Vous allez en apprendre plus sur les peuplements forestiers et les choix des végétaux qui sont derrière les plantations, qui sont réalisées par les bénévoles, l'implication bénévole comme vous.